Moi, c'est Françoise Barret, Dire d'étoiles. Les histoires m'accompagnent depuis très longtemps et là, je vais vous raconter des histoires de la mythologie grecque. Voilà, un labyrinthe extraordinaire d'histoires avec toutes sortes de cruautés familiales qu'on retrouve parfois dans notre monde contemporain. Alors, voyage en mythologie grecque. Quelle famille, on pourrait dire, hein, ce qui se passe sur l'Olympe. Tout a commencé par Gaïa. Gaïa, la terre, mère, sur laquelle nous marchons encore aujourd'hui. Gaïa est née du désir. Le désir est en elle, et elle fait sortir d'elle la première race des dieux, les titans. Ce jour-là, son fils Cronos est allongé sur la terre-mère quand il entend une petite voix qui lui susurre à l'oreille « Attention, Cronos, si un jour tu as des enfants, ils risquent bien de vouloir prendre ta place, te détrôner. » Me détrôner ? Hors de question. Or, Rhea, la femme de Cronos, est enceinte. Il ne la quitte pas d'une semelle, il l'entoure de 1000 petits soins, il lui fait un tapis de nuages, il l'évente. « Ça va, ma chérie ?» Rhea accouche. Mais à peine a-t-elle le temps de prendre son nourrisson dans les bras, de l'emmailloter dans un lange, que Cronos s'empare du nourrisson et il l'avale tout rond avec les langes. Et il fait pareil avec tous ses enfants. Au bout de quelque temps, Rhea en a assez. Elle aimerait bien connaître ses enfants. Et comme son vorace de mari fait de moins en moins attention à ce qu'il... Elle s'éloigne pour accoucher de son dernier-né, Zeus. Elle le cache derrière un buisson. Elle prend une grosse pierre qu'elle emmaillote dans un lange et elle tend la grosse pierre emmaillotée dans un lange à son vorace de mari. « Tiens, mon chéri. »« Merci. » Cronos ne s'aperçoit de rien. Et c'est ainsi que Zeus grandit à l'écart du monde, caché auprès de bergers. Et le temps passe. Zeus est maintenant un beau jeune dieu. Ce jour-là, il se promène sur la plage quand il aperçoit une de ses tantes, la titane Métis. Rappelez-vous de ceci. Métis en grec, cela veut dire la ruse, l'intelligence. Et Métis s'approche de Zeus. Elle commence à le taquiner, le houspiller. « Dis-moi, beau jeune dieu, pourquoi es-tu sorti du ventre de ta mère ? C'est pour garder des chèvres sur le flanc des collines avec les bergers qui te gardent ?» Agacé, intrigué, mais aussi quelque peu attiré, Zeus essaye d'attraper Métis. Mais Métis a la capacité de se transformer, de se métamorphoser en 1001 choses. La voilà hirondelle, alors Zeus se fait nuage pour l'envelopper. La voilà serpente, il se fait rocher pour la couvrir. Pieuvre, vague, abeille, fleur, 1001 transformations. Et la 1001e transformation, la voilà en lionne. Et Zeus arrive à l'enserrer de ses bras puissants. Métis reprend sa forme divine. « Bien, beau jeune dieu, tu sais maintenant que tu es Zeus aux bras puissants et Zeus aux 1000 métamorphoses. Veux-tu que je t'enseigne comment devenir Zeus, le roi des dieux ? Parole, oreille, pour t'écouter. » Et voilà ce que Métis propose à Zeus. C'est très simple. Il suffira que tu te métamorphoses, que tu te transformes en un simple mortel. Et sous la forme d'un simple mortel, tu te présentes à Cronos, ton père. Tu proposes d'être son échanson. Son échanson, c'est celui qui sert la boisson dont se nourrissent les dieux.
le nectar. Et tu verses dans le nectar ceci. C'est une liqueur vomitive. Cronos ne se méfiera pas, il absorbera, il sera pris de spasmes violents et recrachera tous ses enfants, tes frères et sœurs, qui sont encore dans son ventre. Commencera alors une guerre terrible. Mais si tu suis mes conseils, tu en sortiras vainqueur. Mais avant de partir, j'ai autre chose à t'enseigner. Et Métis enseigne à Zeus les gestes de l'amour. Et cela est si beau que le jeune dieu serait bien resté auprès de Métis. Mais il doit aller vers son destin. Il fait exactement ce que Métis lui a dit de faire. Il va vers Cronos, se transforme en un simple mortel, propose d'être son échanson. Cronos ne se méfie pas. Et Zeus verse dans le nectar la liqueur vomitive. Cronos avale, il est pris de spasmes violents et recrache tous ses enfants. Et commence cette fameuse grande guerre terrible entre les parents et les enfants, entre les dieux et les titans. Mais Zeus, qui suit les conseils de Métis, en sort vainqueur. Et ma foi, après ce grand combat, les dieux se partagent le monde. Je vous écourte le passage, et Zeus s'en retourne donc vers Métis. Et là, il rencontre un de ses oncles, le titan Prométhée, qui s'est allié à Zeus dans son combat contre son père. Et attention, Zeus, tu te rappelles de ce que ça veut dire, Métis? Qu'est-ce que ça veut dire, Métis? La ruse, l'intelligence. Ses fils te détrôneront, comme tu viens de détrôner ton père. Oh là 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 là, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et tel père, tel fils, Zeus s'approche de Métis. Il ouvre grand les bras, il ouvre grand la bouche et... il l'avale tout entière. Et ma foi, les Grecs disent que c'est ainsi que Zeus est devenu intelligent. En absorbant la ruse, l'intelligence toute féminine. Et ils disent aussi que c'est à partir de ce jour qu'ils ont interdit aux femmes et aux déesses de prendre la parole. Et ma foi, comme les humains copient toujours sur les dieux, il en a été de même sur la terre. Mais voilà que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, enfin en tous les cas un temps d'éternité, Zeus est pris d'une migraine terrible, mais à se taper la tête contre les murs. Personne n'ose l'approcher, à part le titan Prométhée, qui se doute de quelque chose. Il prend un petit marteau, un petit burin, et il fait une petite entaille, toc, dans le crâne de Zeus. Et le crâne de Zeus s'ouvre en deux et en sort tout armée Athéna, la fille aînée et préférée de Zeus, mais aussi la fille de Métis, car avant d'être avalée, Métis était enceinte. Donc, cette première fille, Athéna, déesse de l'artisanat, de l'intelligence et de la stratégie militaire. Enfin, Zeus se dit que, ma foi, avoir des enfants, s'ils ne cherchent pas à prendre votre place, ça peut toujours servir. Et donc, il choisit pour épouse Héra, la déesse de la maternité. Le couple divin aura plusieurs enfants, Arès, le dieu de la force sauvage, de la guerre, mais de la guerre violente, Héphaïstos, le dieu forgeron, Illicie, la déesse des accouchements. Mais les relations du couple divin ne sont pas toujours au beau fixe. Il faut dire que Zeus a beaucoup de mal à résister à la beauté des femmes, qu'elles soient divines, humaines, ou ses tantes, les titanes, ses cousines, leurs filles. Et à vrai dire, Héra, elle... ben oui, parce que... voilà, Zeus a avalé Métis. Un jour, elle a essayé, un reproche, parce qu'il était rentré un peu tard la veille au soir. Eh ben, mal lui en a pris. Zeus l'attrape et l'accroche par les pieds en haut de l'Olympe. Ben oui, il faut le savoir.
Héra, la déesse du mariage, protectrice de la famille, a épousé un dieu violent, autoritaire et infidèle. Et s'est retrouvée comme ça, accrochée en haut de l'Olympe. Et hors de question de prendre sa défense. Hein. Héphaïstos, leur fils, papa quoi, tu vas pas laisser comme ça maman accrochée par les pieds en haut de l'Olympe. Oh là 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 là, Zeus, il attrape Héphaïstos et il le jette au bas de l'Olympe. Ah bah, c'est comme ça qu'Héphaïstos, le dieu forgeron, il s'est retrouvé handicapé. Boiteux à vie. Ouais. Voilà les relations du couple divin. Et donc notre pauvre Héra ne peut se venger contre son divin, royal, puissant mari. Eh bien, elle déverse sa colère souvent sur les maîtresses de Zeus et parfois leur progéniture. Donc Zeus, ce jour-là, a jeté sur un dévolu sur deux de ses cousines, Astérie et Léto, deux jeunes titanes. Les deux jeunes titanes sont à ce moment-là en train de composer de la musique, en train d'improviser des poèmes. Et Zeus, attiré par la suavité de leur voix, s'approche. Mais quand il les voit, il n'est pas seulement charmé par leur talent et leur créativité. Immédiatement, Astérie comprend de quoi il s'agit et elle tente de s'enfuir. Zeus la poursuit, essaye de l'attraper et à ce moment-là, elle se transforme en un oiseau, une petite oiselle qui se met à volter de droite, de gauche, ne sachant où aller. Elle finit par se poser sur l'océan et là, le dieu de l'océan, Poséidon, la transforme en une île qui voyage désormais sur l'océan. Quant à Léto, sa sœur, quand elle voit ce qu'il s'est passé pour Astérie, elle décide de subir les avances de Zeus. Pendant ce temps-là, la déesse Héra se demande bien où est passé son volage de mari. Et bientôt, elle l'aperçoit derrière un rocher en train de... Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, en train de violer Léto. Elle retient sa colère, parce que, rappelez-vous, elle est la déesse de la maternité, et elle sait que Léto est enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 8 mois, 9 mois. Et alors que Léto est prête à accoucher, que son ventre commence à subir les premières contractions, Héra interdit à sa fille Illicie d'aller aider Léto à accoucher. Et elle a interdit à toute terre ferme d'accueillir Léto pour son accouchement. Et jamais 2 sans 3, elle va voir Thémis, la vieille déesse protectrice de la divination à Delphes. Elle lui emprunte le serpent Python et lance le serpent Python contre la pauvre Léto. Imaginez la scène. Léto, avec son énorme ventre, qui subit les contractions de plus en plus violentes, qui erre de droite, de gauche. Bien sûr, aucune terre ferme ne veut contrevenir aux ordres d'Héra. Et la voilà en plus poursuivie par le serpent Python. Elle ne sait où aller. Et finalement, elle arrive au bord de la mer. Et là, elle aperçoit sa sœur, Astérie. Rappelez-vous, qui a été transformée en une île flottante sur la mer. Ce n'est pas une terre ferme. Astérie, aide-moi! Astérie arrive tout près de la rive et enfin Léto peut s'allonger. Mais ce n'est pas fini. Illicie, elle non plus ne veut pas contrevenir aux ordres de sa mère, Héra. 9 jours et 9 nuits, la pauvre Léto hurle de douleur. Les dieux eux-mêmes n'en peuvent plus. Héra seul s'est mis des bouchons d'oreilles et est parti se promener. Quant à Zeus, vous l'aurez remarqué, il a disparu de la circulation. C'est Iris, la déesse Iris, la messagère des dieux. C'est elle qui a donné à notre langue le mot irisé. Elle voyage sur l'arc-en-ciel. Elle va voir Héphaïstos, le dieu forgeron. Héphaïstos, s'il te plaît, fabrique un magnifique collier d'or. C'est pour Illicie. Héphaïstos fabrique un magnifique collier d'or et Iris va le
donner à Illici. Illici, s'il te plaît, allez, regarde, Héra est partie se promener. Aide Leto à accoucher. À vrai dire, Iris n'avait pas forcément besoin du collier. Elle aussi, elle n'en peut plus. C'est sa mission d'aider les femmes à accoucher et d'abréger leurs souffrances. Elle descend sur l'île et aide Leto à accoucher. Une première petite fille naît. C'est la déesse Artémis. On raconte que Artémis, dès sa naissance, s'est retournée vers sa mère et a aidé sa mère à accoucher d'un deuxième enfant, Apollon. Voilà les deux nouveaux dieux. Héra ne peut rien contre les dieux. Elle les laisse grandir. Donc Artémis, la déesse lunaire, grande chasseresse, protectrice de la nature sauvage. Quant à Apollon, on raconte que dès sa naissance, Héphaïstos lui a offert un arc avec des flèches et qu'il est parti à la poursuite du serpent Python et qu'il l'a tué au moment où il rentrait à Delphes dans son antre. Il a obligé la vieille déesse Thémis de lui apprendre la divination et il a pris possession du grand temple de Delphes. Thémis est restée là. Elle continue à protéger ses filles, les grandes prophétesses, les Pythies. Voilà donc deux nouveaux dieux sur l'Olympe. Quant à Zeus, ma foi, où est-il? Eh bien, il est parti convoler. Et cette fois-ci avec Maïa, une de ses tantes. Et quand Maïa a vu ce qui s'est passé pour Leto, dès qu'elle se sait enceinte, elle se cache dans les profondeurs de la terre, dans une grotte où Héra ne peut pas la voir. Et c'est là qu'elle se débrouille toute seule. Elle accouche d'un petit garçon, Hermès, qu'elle dépose dans un petit berceau qu'elle a fabriqué avec des roseaux. Mais dès que Hermès est sur le berceau, il se met comme ça assis, regarde sa mère droit dans les yeux et lui dit « Maman, j'ai décidé de faire le plus beau des métiers. Je serai voleur. » Voleur? Écoute mon garçon, tu as bien le temps d'y penser. Moi, je suis épuisée. Alors, je te donne un peu de lait. Elle le nourrit, elle le repose dans le berceau, elle s'allonge et elle s'endort. Mais Hermès, lui, il décide d'aller voir un petit peu comment expérimenter le métier qu'il a décidé de faire. Il sort de la grotte, il regarde à droite, à gauche, et bientôt il aperçoit Apollon, un peu plus loin, qui rêvasse à côté d'un magnifique troupeau. Le troupeau de génisses, de jeunes vaches, 100 belles vaches appartenant à Apollon. Comme Apollon rêvasse, Hermès s'approche, il prend 50 des génisses, les emmène un peu plus loin dans un petit bois et il attache aux queues des génisses des branchages pour que quand elles marchent, elles effacent leurs traces et il met sous ses propres pieds des écorces et hop, il les emmène près de la grotte. Là, il tue une des génisses, il la dépece et il commence à la manger. Et là, qu'est-ce qu'il voit sur le sol? Une carapace de tortue. Ça lui donne une idée. Il prend la carapace de tortue, il prend les tendons de la génisse qu'il vient de dépecer et il les tend sur la carapace. Et il commence à jouer. Pendant ce temps, Apollon, mais où sont mes génisses? Qu'est-ce que c'est que ça? Il en manque la moitié? Au voleur, qui a volé mes génisses? Au voleur! Immédiatement, les satyres qui sont là, éparpillés dans la nature, se mettent à chercher un peu partout. Ils entendent la petite musique. Ding, 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 ding. Ils s'approchent de la grotte et ils aperçoivent Hermès. Ils ont trouvé le voleur. Mais Hermès, dès qu'il voit les satyres, lui, il rentre dans la grotte, il prend son petit instrument de musique, la peau de la génisse qu'il vient de dépecer, il se met dans un coin de la grotte, il jette sur l'instrument de musique la peau de vache, il retourne dans son berceau et se remet à sucer son pouce.
Apollon arrive dans la grotte. Maya, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, mon troupeau de génisses est là, il en manque une. Où est ton fils? C'est un voleur. Mon fils? Mais ce n'est qu'un bébé. Comment veux-tu qu'il ait volé ton troupeau Et à ce moment-là, Apollon voit là dans un coin, mais tu vois bien là, il a tué une de mes génisses, il y a la peau qui est là. Il soulève la peau et aperçoit l'instrument de musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ding, 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 ding. Eh là, Hermès, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi quel voleur? C'est mon instrument de musique. Rends-le-moi. Mais enfin, c'est toi qui m'as volé la génisse. Ah, arrêtez les garçons, hein. Ça suffit. Et voilà Maïa qui entraîne les deux garçons auprès de Zeus. Zeus est tout à fait ravi de faire connaissance de son nouveau rejeton, le petit Hermès qui monte sur ses genoux, qui commence à lui tirer la barbe, les moustaches. Et Apollon, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Apollon commence à raconter toute l'histoire. Mais pendant ce temps-là, le petit Hermès qui a cueilli 2 roseaux en chemin est en train de jouer de la flûte double, une flûte qu'il vient d'inventer. À vrai dire, Apollon a bien du mal à raconter l'histoire. Il n'a qu'un seul désir, posséder ces 2 instruments que Hermès vient d'inventer. Bon, allez, d'accord, je te pardonne, Hermès, mais tu me donnes les instruments de musique. Ah non, hein, mes instruments de musique, ils valent bien plus que ta vache, hein. Ce que je veux en plus, c'est que tu m'apprennes l'art de la divination. Et je veux aussi que tu me donnes la baguette d'or qui t'aide à conduire tes troupeaux. Apollon accepte. Il apprend à Hermès l'art de la divination et il lui offre sa petite baguette en or. Immédiatement, 2 serpents viennent s'y enrouler. Vous l'avez reconnu, c'est le caducée, qui est encore aujourd'hui l'emblème des pharmaciens et des médecins. Quant à Zeus, ma foi, il offre à son nouveau rejeton 2 petites ailes qu'il accroche à ses talons, à un petit chapeau plat de voyageur, et il le fait le protecteur des voyageurs, des commerçants, des banquiers et des voleurs. Quant à Apollon, ma foi, il va voir les muses avec ses 2 instruments de musique. Et les muses lui apprennent la poésie, la musique, la composition. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous savez de qui sont les filles des muses? De Zeus et de Mnémosyne, la titane, la vieille titane, déesse de la mémoire. Les muses qu'elle nous protège aujourd'hui. Voilà.